On est en novembre 1994. Tupac Shakur entre dans le hall d'un studio et à ce moment-là, une fusillade qui va déclencher bien plus qu'un simple drame, une véritable guerre. Une guerre entre la East Coast et la West Coast, et à partir de là, le rap perd son innocence et il plonge dans une nouvelle ère bien plus sombre et plus violente. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette fusillade n'a rien d'un simple règlement de compte. C'est un plan bien ficelé qui avait pour but de faire taire Tupac pour de bon. Heureusement, ce soir-là, Tupac a survécu, mais l'homme qui sortira de l'hôpital ne sera plus jamais le même. Il sera plus méfiant, plus agressif et plus déterminé à faire entendre sa voix, quitte à mettre le feu à toute l'industrie musicale. Bon, je pars du principe que tout le monde connaît l'icône qui est devenue Tupac. Mais avant ça, il faut comprendre qu'il était juste un jeune homme avec la tête pleine de rêves et un sacré passé sur les épaules. Déjà, son nom complet, c'est Tupac Amaru Shakur. Et Tupac Amaru, ce n'est pas un nom inventé pour le style, ça vient d'un révolutionnaire péruvien qui s'est fait exécuter pour s'être rebellé contre les colons espagnols. Et sa mère, Afeni Shakur, lui a donné ce nom-là pour une bonne raison. Afeni, c'était une ex-Black Panther qui avait quand même été accusée d'avoir voulu faire tomber le gouvernement. Tu vois un peu dans quelle ambiance il a grandi. Et en plus, quand il était adolescent, il a pas mal déménagé entre Baltimore, Harlem et d'autres villes, sans père à la maison, entouré de gens très différents, des militants, des artistes, etc. Et malgré ça, il brillait. Il écrivait des poèmes, il jouait du théâtre, il lisait du Shakespeare. Bref, c'était un artiste né dans le chaos qui comprenait très vite que sa voix pouvait peser. C'est comme ça qu'en 1991, il débarque dans le rap avec Tupacalypse Now. Il y parle de bavures policières, de pauvreté, de racisme, de réalités que l'Amérique voulait planquer sous le tapis. L'exemple parfait est Brenda's Got a Baby, où il raconte l'histoire d'une ado enceinte qui finit abandonnée par tout le monde. Suite à cette chanson, le vice-président des États-Unis à l'époque déclare publiquement que cet album n'a pas sa place dans notre société. Imagine un peu, t'as 20 ans, tu sors ton tout premier projet qui est un vrai succès, et là, au lieu de gagner un disque d'or, toi, ce que tu gagnes, c'est des menaces officielles du gouvernement. Rien que ça. Quoi qu'il en soit, Tupac, lui, ne se dégonfle pas, au contraire, il pousse encore plus loin. Et en 1993, il balance un autre projet, plus produit, plus abouti, mais toujours aussi puissant. C'est exactement ici que tout le monde comprend que ce n'est pas un rappeur de passage. Un rappeur qui a beaucoup de choses à dire et très peu de temps à perdre. Mais voilà, quand t'es un mec noir, engagé, médiatisé, et que tu parles un peu trop, les problèmes arrivent souvent très vite. Et Tupac commence alors à accumuler les galères judiciaires. Bagarres, accusations, poursuites, forcément les médias lui collent directement l'étiquette du bad boy, pendant que lui, il se voit juste comme un mec qui dit les choses sans filtre. Mais malgré ça, malgré l'image qu'on lui colle, dans les quartiers, les jeunes l'écoutent comme un grand frère. Il leur parle avec leurs mots, et surtout, il leur parle de leur vie à eux. Il écrit des morceaux comme Keep Your Head Up, plein d'empathie et de respect pour les femmes, puis le lendemain il se retrouve dans un clash ou une embrouille. C'est aussi ça qui rendait Tupac unique, le fait qu'il était humain. Enfin bref, pendant que lui, il vit tout ça, l'industrie du rap, elle aussi commence à péter les plombs. La côte Est, dominée par New York avec Bad Boy Records et Biggie en tête d'affiche, c'est eux qui ont la main sur le rap depuis des années. Mais la côte Ouest débarque alors comme un rouleau compresseur avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Suge Knight et Death Row Records. Le business du rap commence alors à brasser des millions, et Tupac, lui, il se retrouve au milieu de tout ça. Il est né à New York, mais il passe la plupart de son temps en Californie. Il a des potes des deux côtés, mais il se méfie de beaucoup de monde. Et il a raison, parce que le danger est bien réel. À partir de là, le rap, c'est plus juste de la musique, c'est du pouvoir, de l'argent, de la politique. Et au début des années 90, Tupac est un personnage important de cette scène. Ses albums cartonnent, il joue dans des films comme Juice et Poetic Justice. Il est respecté autant dans les rues que chez les intellos. Mais à ce moment-là, ce qu'il ne sait pas encore, c'est que dans quelques jours, il va se faire tirer dessus, 5 balles. Et cette nuit-là, ce moment-là, va changer à jamais sa vie et celle du rap. On est le 30 novembre 1994. New York est glacial, et Tupac, lui, il est tendu. Il est dans un hôtel de Manhattan, les yeux cernés et le cœur lourd. Depuis plusieurs semaines, il affronte un procès pour une affaire sombre d'agression sexuelle et le verdict approche. Cette histoire, elle remonte à l'année d'avant, en novembre 1993, et selon la plaignante, Tupac et ses associés l'auraient agressé dans une chambre de Manhattan. Il a alors été inculpé avec plusieurs hommes de son entourage, dont un de ses associés, Charles Fuller, mais aussi le controversé Isham Jack, un producteur lié au milieu du hip-hop et réputé pour ses connexions avec le crime organisé. Bref, avec toute cette histoire, Tupac dort peu, il fume beaucoup et il se méfie de tout le monde. Pourtant, ce soir-là, il reçoit un appel.
Un plan qui tombe de nulle part. Un type qu'il ne connaît pas très bien lui propose un featuring rapide. Rien de fou, juste un couplet à poser sur un morceau pour Lil Shawn, un jeune rappeur. Le rendez-vous est alors fixé au Quad Recording Studio en plein Times Square, un lieu familier où il a déjà bossé auparavant, et cette fois-ci il y a 7 000 $ à la clé, en cash et payé sur place. Un deal parfait, rapide, peut-être un petit peu trop rapide, mais Tupac, comme à son habitude, préfère l'action au doute. Et puis, il a besoin d'argent en vue de son procès, et surtout, il doit prouver qu'il est toujours là, malgré ce procès, malgré les rumeurs, alors il accepte. En arrivant au Quad Studios avec son équipe, dont Stretch, son meilleur ami et garde du corps, il entre dans un couloir du studio. Et là, tout est calme, trop calme. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que cette nuit-là, il ne posera pas un seul couplet. Et surtout, qu'à quelques mètres, des hommes l'attendent, armés, et cagoulé. Tupac et ses amis appuient sur le bouton de l'ascenseur à 22h30 et attendent son arrivée, mais là, tout bascule. Tupac croit d'abord à un simple braquage, mais les armes ne pointent pas vers ses poches, elles pointent vers lui. Et dans cet instant de silence, Tupac comprend que ce n'est pas seulement un vol, il s'agit ici d'une exécution. En comprenant ça, il tente de se défendre en prenant son arme à feu, mais en l'espace de quelques secondes, 5 coups de feu résonnent dans le hall. 2 balles effleurent sa tête. L'une traverse sa peau, une autre lui transperce la main, les 2 dernières le touchent à la jambe, et il s'écroule. Tout va très vite. Étendu sur le sol, il ne bouge plus, et dans ce hall, une seule pensée s'impose, il va mourir ici, pris au piège, sans même avoir vu venir le coup. Après ce moment suspendu dans le temps, les braqueurs repartent avec des bijoux, des bagues et une montre pour une valeur estimée à 40 000 $. Malgré le sang, malgré les balles, on arrive à le tirer dans l'ascenseur. Et en quittant cet ascenseur, justement, ce qu'il redoutait le plus arrive. Il croise alors Biggie, Puff Daddy et toute l'équipe de Bad Boy Records, là, à l'étage. Ils sont choqués, bouche bée, et d'ailleurs Tupac racontera plus tard cette scène assez étrange. D'après lui, personne n'a bougé, personne n'a couru vers lui, il se contentait de le fixer en silence, comme s'il ne s'attendait pas à le voir encore en vie. Mais ça, dans la tête de Tupac, ça ne sonne pas comme un hasard, mais ça sonne surtout comme une trahison. Les heures suivantes sont assez floues, on le transporte en urgence à l'hôpital, fracture, hémorragie, douleur, mais pas de dégâts internes mortels. C'est officiel, Tupac est encore en vie, et il va même sortir plus vite que prévu de l'hôpital. Littéralement 24 heures après la fusillade, et seulement 3 heures après une opération, Tupac quitte l'hôpital contre l'avis des médecins. En fauteuil roulant, bandé de partout, il se rend au tribunal pour entendre son verdict. Devant les caméras, il garde la tête haute, mais après cette nuit-là, Tupac avait changé. Il ne voit plus le monde de la même façon, et surtout, il ne fera plus confiance à personne dans le milieu. Il entre dans une autre ère, celle de la paranoïa, de la vengeance et du rap comme guerre ouverte. À peine quelques heures après avoir survécu à cette attaque, Tupac commence à réfléchir. Pas à la douleur, pas à la mort, mais à qui voulait sa peau. Ce n'était pas un simple braquage, il en est sûr, on a voulu le faire taire. Et c'est donc un message, mais un message de qui? Et c'est là que la paranoïa s'installe. Très vite, un nom vient dans son esprit, ou plutôt deux, Biggie et Puff Daddy. Parce qu'ils étaient là, juste à l'étage, au même moment, et pourtant ils n'ont rien entendu, rien vu, personne n'est descendu. Et ça pour Tupac, c'est louche, trop louche, alors les doutes se transforment en certitude, et il se convainc lui-même qu'il savait, ou pire qu'ils ont peut-être tout orchestré. À côté de ça, Tupac a aussi quelques soupçons sur son ami Stretch. Il a d'ailleurs insinué dans plusieurs interviews et plusieurs chansons évoquant cette trahison. Stretch était avec lui dans le hall, à quelques pas, et pourtant, il n'a pas une égratignure. Et avec le recul, Tupac trouve ça suspect. Et de cette façon, l'homme qu'il considérait comme un frère devient à ses yeux un possible traître. Et cette possibilité, elle le hante, et malheureusement, il n'aura jamais réellement la réponse à cette question, parce que seulement un an plus tard, le 30 novembre 1995, Stretch sera assassiné de plusieurs balles dans le dos au volant de sa voiture. Mais un autre détail vient s'ajouter à ce drame, parce qu'un autre nom va commencer à circuler. Vous vous souvenez de Iceland Jack, ce producteur dangereux avec qui Tupac avait été inculpé? Eh bien, leur amitié, c'était surtout une amitié d'apparence. Ils traînent ensemble, ils sortent, Jack fait découvrir à Tupac une autre facette du New York Underground, mais très vite les choses deviennent floues parce que Iceland Jack est tout sauf un simple fêtard. Il a un passé trouble
et son nom revient dans plusieurs affaires. D'ailleurs, dans l'affaire d'agression sexuelle en 1993, Ice Jack, initialement inculpé aux côtés de Tupac, a étonnamment obtenu un procès séparé qui lui a permis d'éviter la prison, contrairement à Tupac et son manager qui, eux, ont été condamnés. Cette situation a profondément marqué Tupac, qui a commencé à croire que Ice Jack l'avait trahi en collaborant avec la police. D'ailleurs, Biggie lui-même l'avait mis en garde contre la fréquentation de Ice Jack qu'il soupçonnait de ne pas être fiable. En plus de ça, à travers ce personnage, Tupac avait fait la connaissance d'un autre personnage, un certain Jimmy Henchman. Et à première vue, Jimmy, c'est un homme d'affaires comme un autre. Manager de plusieurs artistes, fondateur d'un label, il est vu comme un acteur influent de l'industrie musicale, mais selon de nombreux témoignages, y compris ceux entendus dans des enquêtes du FBI, Jimmy serait connecté à des réseaux criminels impliqués dans des trafics et aurait de sérieuses attaches dans la rue. Plus tard, Tupac a soupçonné Jimmy Henchman d'avoir orchestré cette attaque, probablement comme une sorte d'avertissement après des tensions qu'ils ont eues entre eux. Forcément, après ça, dans ce dossier, plusieurs regards se tournent vers lui. Même si à l'époque, aucune preuve concrète sera apportée, et cette hypothèse restera alors une rumeur plus que crédible. Mais il faut savoir aussi que dans cette chanson, Tupac parle d'un autre personnage qu'on n'a pas encore découvert. Dans ces lignes, Tupac fait référence à Walter King Tut Johnson, une figure redoutée du milieu criminel new-yorkais. Il était affilié au Junior Black Mafia, un gang important à Brooklyn, et Tupac cite King Tut dans cette chanson comme une manière de rétablir sa vérité, de nommer ceux qu'il considère comme responsables et de montrer qu'il connaît les dessous de l'affaire. King Tut n'a jamais été formellement inculpé pour cette attaque envers Tupac, mais dans ses paroles, son nom est inscrit comme une pièce centrale du puzzle. Et puis il y a le climat du rap américain en général. On est en 1994, les tensions entre la côte Est et Ouest n'est plus une rumeur, elle est bien réelle. La East Coast, berceau du rap, commence à perdre son pouvoir face à la montée explosive de la West Coast. Les rappeurs s'envoient des pics, les labels se défient et le public choisit son camp. Et ce qui se passe dans le Quad Studio à New York est peut-être la première balle de cette guerre. Une guerre qui ne dit pas encore son nom, mais que Tupac va très vite désigner à haute voix. Dans son esprit, ce n'est donc pas qu'une simple trahison, c'est une véritable déclaration de guerre, et ce sentiment ne fera que grandir. Il ne sait plus à qui parler, plus à qui se confier, il est persuadé qu'on a essayé de l'éliminer et que certains proches y sont mêlés. Dès sa sortie de l'hôpital, il commence à parler, à accuser, et quelques mois plus tard, quand Biggie sort une chanson un peu spéciale, tout explose. Who shot ya? Separate the weak from the ops. Lead hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beat. Pour Tupac, ce morceau, c'est une provocation directe, une façon de se moquer de lui. Et même si Biggie dira plus tard qu'il avait enregistré le morceau bien avant la fusillade, dans l'esprit de Tupac, le doute s'est transformé en certitude. Et la réponse ne se fait pas attendre. Tupac entre en guerre avec le morceau Hit 'em Up, l'une des diss tracks les plus brutales de l'histoire de la musique. First off, fuck your bitch in the clique you claim. Westside when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. Dans ce morceau, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il accuse Biggie d'être impliqué dans la fusillade, insulte sa femme et menace tout le label Bad Boy. Ce n'est plus du rap, ce sont des menaces claires. Et cette fois, la guerre East Coast-West Coast est officiellement lancée. Mais derrière les clashs musicaux, il y a une tension bien réelle. Des gangs sont impliqués, des armes circulent, des alliances se nouent entre managers, artistes et criminels. Et Tupac, dans ce climat de plus en plus lourd, ne sait plus à qui faire confiance. Il se méfie de tout le monde, même de ceux qui étaient autrefois ses frères, ceux avec qui il a grandi. Et ce chapitre dans l'histoire du rap marque un véritable virage. L'innocence est terminée. Fini le rap comme exutoire ou comme voix politique. On entre dans une ère de rivalité brutale et de vengeance. Une époque où les studios se transforment en champs de bataille et où chaque morceau peut devenir une arme fatale. Pendant des années, l'histoire de la fusillade en 1994 est restée floue, presque mythique. Tout le monde avait sa théorie, mais personne n'avait réellement de preuves. Et puis, un jour, en mars 2008, 14 ans après les faits, un tremblement de terre médiatique secoue la planète rap. Le Los Angeles Times publie un article disant que Puff Daddy serait impliqué
dans la tentative de meurtre contre Tupac. Et on ne parle pas de petits sous-entendus, c'est une accusation claire. L'article affirme que Tupac aurait été amené dans un guet-apens par des associés de Biggie, et ça dans le but de l'éliminer du jeu et d'ouvrir la voie au couronnement du nouveau roi de New York, The Notorious Big. Sauf que voilà, quelques jours plus tard, le château de cartes s'écroule. Le site de Smoking Gun, spécialisé dans la vérification de documents judiciaires, démonte l'enquête du Los Angeles Times point par point. Et il prouve alors que ces fameux documents censés prouver l'implication de Puff Daddy sont une fabrication pure et simple. Le journal est alors obligé de présenter ses excuses publiques à Sean Combs, Puff Daddy, qui entre-temps avait dû affronter ce scandale médiatique. Bon, faut dire qu'il ne s'est pas vraiment racheté une image depuis. Bref, l'histoire continue parce qu'en juin 2011, soit 3 ans plus tard, une nouvelle bombe éclate. Cette fois, elle vient directement d'un homme déjà incarcéré, un certain Dexter Isaac. Un nom inconnu pour le grand public, mais pas du tout pour le FBI. Isaac, condamné pour meurtre et braquage, publie un communiqué depuis sa cellule, et là, c'est le choc. En 1994, James Rosemond m'a engagé pour cambrioler Tupac Shakur au Quad Studio. Il m'a donné 2500 $ et m'a laissé garder tous les bijoux, sauf une bague. Il voulait offrir le diamant à sa copine. Et devinez un peu qui est James Rosemond? Et oui, il s'agit bien du vrai nom de Jimmy Henchman, le manager influent que Tupac avait rencontré grâce ou à cause de Haitian Jack. Bref, dans cette lettre, Dexter Isaac avoue tout. En détail, il donne des noms, des montants et même un mobile. Alors, pour résumer, voici l'histoire la plus probable à ce jour. Jimmy aurait proposé à Tupac d'enregistrer un morceau avec un de ses rappeurs. Un rendez-vous a donc été placé à Times Square, au Quad Recording Studio, et Tupac, au courant à la dernière minute, sent qu'il y a quelque chose de louche, mais bon, il a besoin d'argent à cause de ses frais judiciaires, et il demande donc 7000 $ pour le featuring. Mais quand Jimmy refuse de lui donner l'argent en liquide, évidemment Tupac menace d'annuler. Jimmy le rappelle alors, et finit par dire « J'ai l'argent », viens tout de suite. Tupac accepte, malgré son mauvais pressentiment. Sur la route, Tupac prend son temps, il s'arrête pour acheter de quoi fumer, et il prend comme ça du retard. Jimmy le relance nerveusement, et finalement, il avoue « Je n'ai pas l'argent ». Tupac lui répond « Si t'as pas l'argent, je viens pas ». Et bon, c'est Tupac, donc évidemment, il rajoute quelques insultes par-ci par-là, pour enrober le tout, mais du coup, Jimmy finit par raccrocher en étant un peu vexé. Et c'est ce moment précis, selon Dexter Isaac, qui a poussé Jimmy Henchman pour lui donner une petite leçon. Et le plan est simple, il faut braquer Tupac, le discipliner un petit peu, sans évidemment le tuer. Dexter accepte la mission, il recrute ses 2 complices, et ils arrivent près du Quad Studio, armés jusqu'aux dents. L'objectif est donc simple, lui apprendre le respect. Évidemment, à l'époque, Jimmy nie tout en bloc, puis par la suite, il va admettre avoir organisé cette agression pour finalement revenir sur ses propos en disant qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Bon, on est d'accord, le mec est clairement pas net. Quoi qu'il en soit, des années plus tard, il sera condamné pour plusieurs chefs d'accusation graves, dont du trafic de drogue et le meurtre commandité d'un associé de 50 Cent. Alors oui, personnellement, je pense qu'on peut douter de son innocence. Mais bon, malheureusement, on ne saura probablement jamais dire avec certitude ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. En me penchant sur cette histoire, j'ai commencé à me poser une question. Et si cette nuit-là n'avait jamais eu lieu? À quoi aurait ressemblé Tupac et sa musique sans cette fusillade? Peut-être qu'il serait resté sur une trajectoire plus pacifiste, plus politique, plus proche de Keep Your Head Up que de Hit 'em Up. Parce qu'avant ce soir-là, Tupac portait encore l'héritage des Black Panthers, il parlait d'unité, de conscience sociale, de réforme, mais après cette nuit-là, quelque chose en lui a basculé, et de là, tout s'est enchaîné. La guerre East-West Coast, le rap dur et violent. Du coup, oui, on pourrait se demander, est-ce que tout ça aurait pu être évité? Peut-être que sans ça, la guerre East Coast-West Coast n'aurait jamais vraiment décollé comme elle l'a fait par la suite. Peut-être que Tupac et Biggie seraient aujourd'hui en featuring sur un album de Dr. Dre, et surtout, peut-être que Tupac, aujourd'hui, serait encore vivant. Malheureusement, son destin a pris un autre virage, et celui du rap aussi, parce que cette nuit-là, c'est pas juste une tentative de meurtre, c'est un tournant culturel. Après ça, le rap devient plus dur, plus violent, plus théâtral aussi. C'est presque comme si cette nuit-là avait lancé une sorte de cercle vicieux,
qui entretient la haine. Mais bon, ça ne change rien au fait que malgré tout ça, Tupac est resté bien plus qu'un simple rappeur, c'est un véritable symbole. Un modèle pour des générations entières, des artistes comme Kendrick Lamar, J. Cole ou encore Nipsey Hussle, tous ont cité Tupac comme une source d'inspiration, parce qu'il ne parlait pas juste de lui, il parlait du monde, il posait des questions que beaucoup n'osaient même pas poser, et à partir de cette fusillade, Tupac est devenu bien plus qu'un simple artiste, parce que c'est exactement à partir de là que sa légende a véritablement commencé. Alors voilà, je tenais vraiment à revenir sur cet épisode important de la vie de Tupac, parce que d'après moi, c'est un moment qui a non seulement changé le cours de sa carrière, mais qui a aussi changé l'histoire du rap dans son ensemble. En plus de ça, c'est probablement mon musicien préféré, tout genre confondu. Et plus je me plonge dans son parcours, plus je me rends compte que son héritage est immense, malgré sa courte carrière. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux mettre un petit j'aime, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Tout ça, ça permet de faire grandir la chaîne, de soutenir la chaîne, et évidemment, ça me fait énormément plaisir. Dis-moi aussi en commentaire quel autre artiste ou événement marquant tu aimerais qu'on explore sur la chaîne. Comme d'habitude, je lis tout ça et ça me permet de m'inspirer pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.